Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur El Magharibiya. Quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro de Microscope. Comme chaque soir, merci pour votre fidélité. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, la page YouTube. Vous allez pouvoir revoir toutes les émissions et le replay. Et puis la page Facebook, les réseaux sociaux. Vous connaissez ça par cœur. Likez, partagez et commentez. Merci pour votre fidélité. Les élections présidentielles en France, c'est dans 3 mois maintenant, jour pour jour. Le 10 avril, le premier tour, et le deuxième aura lieu le 24 avril. Parmi les thématiques évoquées par les candidats, notamment de droite et d'extrême droite, l'immigration est au cœur de la campagne. C'est le titre de l'émission. Et l'Algérie revient souvent dans les débats, et ce, notamment dans un contexte assez particulier entre les deux pays, même si on l'a vu, le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, a essayé de calmer le jeu, notamment il y a quelques jours en reprenant contact. Donc à 3 mois, je vous le disais, de l'échéance, les candidats tentent de proposer des solutions, des programmes pour les Français et les Françaises. Mais ce qui revient énormément, c'est la sécurité et l'immigration. Avec nos invités, on va en parler. Un objectif notamment pour une partie des candidats, décourager l'immigration, légale ou pas. Des candidats potentiels promettent publiquement, je cite, de punir l'Algérie, notamment s'ils sont élus. On a vu la problématique dernièrement de certains élus qui ont annoncé clairement que si la France ne respectait pas notamment le retour de certains étrangers, il n'y aura plus de visa réellement. Si l'Algérie ne respecte pas, il n'y aurait plus donc de visa. On l'a vu dernièrement lorsque la droite n'avait pas encore décidé, élu sa candidate, notamment Valérie Pécresse. Les sorties ont fait parler d'elle, à commencer alors, plusieurs questions vont se poser d'abord ce soir, avant de vous faire quelques citations. Pourquoi cette surenchère est donnée tant d'importance à l'immigration? Peut-on parler de fonds de commerce et de récupération? Est-ce un réel problème pour la France? Est-ce une réelle préoccupation? Voici les quelques questions auxquelles nous allons tenter de répondre ce soir. Donc, c'était mi-novembre, notamment Xavier Bertrand, candidat, en tout cas aux primaires. C'est Valérie Pécresse qui a remporté cette primaire et qui est donc candidate. Voilà ce qu'il a dit, qu'il fera en sorte en tout cas que les dirigeants algériens respectent la France sur une baisse de l'immigration de travail, notamment d'études familiales, notamment 30%, 50% et des 2 tiers. Michel Barnier, lui, veut un moratoire sur l'immigration, c'est ce qu'il souhaitait. Éric Ciotti propose de supprimer le regroupement familial, et Valérie Pécresse est allée, elle, assez loin. Je cite: annulation du droit de sol automatique pour les enfants nés en France et appliquer l'immigration zéro pour les pays qui refusent de reprendre notamment leurs ressortissants en situation irrégulière. On reviendra sur l'actualité aussi en Algérie, notamment avec Mohsen Belabès, le président du RCD, qui a annoncé via un tweet: je viens de recevoir une convocation pour une audition devant le juge d'instruction de la première chambre du tribunal d'Unseydeh pour demain 9h du matin. Donc on suivra cette affaire. On y reviendra tout à l'heure, notamment avec Fethi Garès, qui lui a été condamné à 2 ans de prison ferme. On en parlera tout à l'heure. Mes invités ce soir, que j'ai par ici, autant pour moi. Donc le titre de l'émission: présidentielle 2022, l'immigration au cœur de la campagne. J'ai le plaisir d'accueillir donc Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois, sans étiquette, mais qui clairement, il a annoncé soutien Emmanuel Macron dans sa ligne politique, et peut-être, puisque dans sa candidature, puisqu'Emmanuel Macron n'a pas encore annoncé clairement qu'il est candidat. Le plaisir aussi d'accueillir Asdine Taibi, maire de Stein, Parti communiste français. Va venir nous rejoindre Nordine Aoussat, écrivain, conférencier universitaire, et Hakim Haddad, militant pour les droits de l'homme. Olivier Klein, bonsoir, une bonne année pour vous et vos proches. J'espère que vous allez bien. Bonne année à vous aussi et à tous vos auditeurs. Je vais bien, merci Chaban. Merci Olivier Klein, c'est un plaisir de vous recevoir, bien évidemment. On se connaît maintenant depuis plusieurs années. Peut-être un mot d'un point de vue général sur l'ambiance de cette
campagne présidentielle qui a déjà commencé, puisque certains candidats ont annoncé officiellement donc leur candidature, donc ça va de soi, même si certains n'ont pas encore la totalité de leur signature, à savoir 500. Je rappelle aux téléspectateurs, donc c'est des signatures qui arrivent de députés, de conseillers départementaux, de maires, de sénateurs. Écoutez, moi je m'inquiète. Je m'inquiète du ton de cette pré-campagne ou de cette campagne pour un certain nombre des candidats. Mettre la question des quartiers populaires, de l'immigration au cœur de cette campagne, c'est comme souvent choisir des boucs émissaires et ne pas parler des vraies difficultés, des difficultés sociales. Moi, je les nie pas, les difficultés aussi parfois de sécurité, de tranquillité dans nos quartiers, mais ces derniers jours, le retour du mot Karcher, par exemple, c'est quelque chose qui me rappelle, comme maire de Clichy-sous-Bois, de très mauvais souvenirs. J'ai parlé d'un mauvais remake de 2005. On sait comment ces mots-là ne sont pas des mots acceptables, parce que les habitants de nos quartiers, ils ont besoin de considération, ils ont besoin d'attention, ils ont besoin d'action. Ils n'ont pas besoin de petites phrases. Donc, moi, j'attends des candidats qu'ils se reprennent et qu'ils nous fassent des propositions pour ces quartiers qui ne soient pas une somme de petites phrases et de mauvais mots. L'immigration, Olivier Klein, vous avez une quinzaine aussi d'élus issus de l'immigration, notamment Samira Taibi, qui est votre première adjointe au maire, que je salue. Asdine Taibi Astin, c'est pareil. D'ailleurs, il y a aussi une quinzaine d'élus issus de l'immigration. Pour vous d'abord, qu'est-ce que l'immigration dans un pays comme la France? C'est tout de même, est-ce que c'est une richesse? Est-ce que c'est quelque chose qui pose problème, qui freine, sachant que dans votre ville, ça fonctionne aussi bien? À vous tous et bonsoir Olivier. C'est plus qu'une richesse. Alors excusez-moi Asdine Taibi, rebonsoir, bonne année bonsoir. À vous. La question était pour Olivier Klein et je vous prends juste derrière. Pas de on est entre amis. Bonjour Asdine. Bonjour Olivier. Moi, j'ai aucun doute sur l'immigration comme une chance pour notre pays. Vous savez, c'est pas marqué sur mon visage, mais ma famille vient de Hongrie. On a tous une histoire différente et on a tous à apporter la richesse de notre histoire, de notre culture à la société française. La France est faite de cette somme de parcours personnels, de parcours familial. À Clichy-sous-Bois, c'est plus de 90 nationalités qui vivent et qui construisent ensemble l'avenir de cette ville. Donc oui, il y a des questions sociales, de discrimination, de ségrégation sur lesquelles on est un certain nombre d'élus à travailler chaque jour pour que les habitants de nos villes se sentent vraiment acteurs de leur quotidien. Mais alors vraiment, je n'ai aucun doute sur la chance que cette pluriculturalité est pour notre pays. Et voilà, c'est nos histoires, c'est l'histoire. Après, je suis pas angélique non plus. Il y a des sujets, mais qui sont essentiellement des sujets sociaux sur lesquels il faut travailler. Les quartiers populaires regroupent parfois des sommes de difficultés, des sommes de pauvreté, et c'est là-dessus qu'il faut agir, et qu'il faut agir vite et continuer à le faire. C'est pour ça que, à titre personnel, j'ai fait un choix dans cette campagne. Quand je vois l'état de la gauche dans ce pays, malheureusement, eh bien, je crois que l'intérêt de la France, c'est de garder le président Emmanuel Macron s'il souhaite être candidat. Olivier Klein, cette campagne présidentielle, on a vu, alors souvent malheureusement l'immigration est liée à la sécurité. Il y a aussi une grande partie de la diaspora algérienne en Seine-Saint-Denis, mais notamment en France. Et puis il y a aussi la communauté musulmane qui est souvent stigmatisée. On peut notamment la droite et l'extrême
l'extrême droite. Quel regard vous avez, sachant que dans votre ville, voilà, lorsqu'il y a des fêtes religieuses, vous êtes présent aussi, vous êtes proche notamment de la communauté musulmane, judaïque, chrétienne. Votre avis là-dessus et pourquoi, effectivement, encore une fois, ce sont des communautés qui sont stigmatisées? Je pense qu'on joue un jeu dangereux avec cette somme de stigmatisation. Le rôle d'un maire, c'est d'être présent aux côtés de ses habitants, quels qu'ils soient, quelle que soit leur religion. Ça ne me regarde pas d'une certaine manière. Après, la laïcité, c'est aussi de permettre à l'ensemble des cultes de s'exercer dans de bonnes conditions. Et j'estime que c'est de ma responsabilité de faire qu'à Clichy, on ait de belles mosquées, que lorsque les musulmans fêtent le ramadan, eh bien, ils le fassent dans les meilleures conditions possibles. Et lorsque je suis invité pour les fêtes de Kippour dans la synagogue de Clichy-sous-Bois, j'y vais de la même manière, comme je passe à Pâques dans l'église ou au pèlerinage des anges. Et en même temps, mon action, évidemment, se résume pas à ça. Ce qui est insupportable dans la période, c'est cette stigmatisation, cette volonté de pointer du doigt, de faire peur. Personne ne nie les difficultés, personne ne nie le risque parfois de l'islam radical ou d'autres radicalités dans différentes religions. Mais ça ne doit pas, au contraire, nous empêcher de faire des propositions et de construire ensemble. Tout ce qui construit la radicalité, c'est l'exclusion. Moi, je crois au partage et à faire ensemble. Et quand on stigmatise, quand on pointe du doigt, eh bien, on fait le jeu de ceux qu'on veut ou qu'on croit vouloir combattre. On voit les images là du président de la République commémorant le crime du 17 octobre. Eh bien, je fais partie, et Asdine aussi. On a souligné le moment historique qui soit présent pour cette commémoration. On est quelques maires à commémorer ce moment depuis maintenant de nombreuses années, parce que il faut faire avec notre histoire, il faut respecter notre histoire, il faut respecter les victimes parfois de cette histoire, quelle qu'elle soit, parce que c'est en connaissant et en acceptant notre histoire avec sa grandeur et parfois ses fautes qu'on pourra construire un pays apaisé et un pays dans lequel il fera toujours mieux vivre ensemble. Selon vous, certains candidats, on n'est pas là pour polémiquer sur ou en parler, on essaiera bien évidemment d'inviter leur parti, mais notamment si on pense à Éric Zemmour ou à Marine Le Pen. Pourquoi s'arrêter, selon vous, autour de notamment l'islam ou l'immigration, parfois aussi les Algériens entre autres ou certaines communautés d'Afrique? C'est parce qu'il y a un manque d'idées, il y a un manque de programme, c'est pour faire peur aux Français, sachant qu'on est en 2022 et on est là, et puis les Français d'origine étrangère sont Français avant tout. Je crois que certains font des peurs leur fonds de commerce et utilisent les peurs, la méconnaissance pour bâtir un socle électoral. Moi, je crois que c'est vraiment un jeu dangereux. Il faut au contraire travailler à une société équilibrée et d'abord lutter contre toutes les formes de discrimination, lutter contre les formes de ségrégation, les ghettos de pauvreté qui peuvent être présents dans notre pays. Et c'est pour ça que moi je me bats pour la politique de la ville, je me bats pour que le renouvellement urbain touche l'ensemble des quartiers populaires, qu'on reconstruise la ville sur la ville comme on sait le faire dans les quartiers en renouvellement urbain, comme on essaye de le faire avec Asdine Taibi à Astin, comme on essaye de le faire à Clichy-sous-Bois, comme on essaye de le faire à Vaux-en-Velin. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de m'engager auprès du président de la République. C'est que moi, comme président de l'Agence nationale pour les renouvellements urbains, il a donné les moyens de faire. Quand j'ai été choisi comme président, il y avait 5 milliards d'euros pour reconstruire ces quartiers. Et le président de la République, avec 2 efforts supplémentaires, a passé les sommes permises pour faire ce renouvellement urbain de 5 à 12 milliards, ce qui est l'équivalent, parce qu'on en parle souvent, du plan Borloo. Eh bien, 12 milliards, c'est ce qu'il y avait en 2004 lorsque l'on a
commencer à faire vivre le renouvellement urbain. Donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'on arrête d'agiter des épouvantails, mais qu'on fasse des choses pour les habitants de ces quartiers, qu'on brise les ghettos de discrimination, qu'on construise des villes plus belles, plus sûres, avec des moyens de transport, avec l'écologie au cœur de nos réflexions pour que on s'attaque aux vraies difficultés, parce que personne ne nie les difficultés dans les quartiers populaires, mais ces difficultés, elles sont essentiellement sociales, et c'est là-dessus qu'il faut agir. Il faut agir pour une école. Vous savez que je suis prof et je sais à quel point l'école a joué dans ma vie personnelle et comme dans beaucoup de parcours de réussite un rôle déterminant. Ce qui fait qu'on choisit de rester ou de quitter un quartier, c'est souvent dans quelle école on va mettre ses enfants. Et c'est pour ça qu'il faut que dans nos villes, dans nos quartiers, on ait les plus belles écoles, les meilleurs enseignants, qu'on ait les meilleurs policiers possibles aussi. C'est ça qu'il faut faire. Et ne pas chercher des boucs émissaires, ne pas chercher à faire peur. Ce qu'il faut, c'est agir pour ces quartiers. Olivier Klein, avant de vous quitter, vous me parlez du président de la République, notamment autour du 17 octobre. Vous n'êtes pas censé ignorer, je sais que ce n'est pas le cas puisqu'on en a aussi parlé, dans le cadre de moments plus privés. Depuis maintenant 3 ans, il y a un soulèvement en Algérie, même si ce soulèvement dure indirectement, directement, tant bien que mal, comme ils le peuvent depuis plusieurs décennies, les Algériens qui demandent un changement de système, qui demandent aujourd'hui d'ailleurs tout simplement une liberté, puisque tous les jours il y a des sentences qui tombent, des incarcérations, notamment tout simplement parce que une jeunesse tente de s'exprimer parfois sur Facebook. D'abord, votre regard. Et puis, on a vu ce président de la République français qui, avant son élection en mai, donc parle j'en ai perdu le mot, de crime contre l'humanité. Ensuite, il y a eu quelques moments, effectivement, où il a acquiescé, il a acté certains et clairement annoncé le rôle des Français, notamment pendant la guerre d'Algérie. Dernièrement, il a pris la responsabilité d'annoncer clairement ce système politico-militaire. Mais tout de même, on a l'impression, les droits humains en Algérie aujourd'hui sont catastrophiques. Hein. Il y a une escalade énorme de la part du président Abdelmadjid Tebboune et ses équipes, malheureusement. On a tout de même l'impression qu'une grande partie des députés, des maires, des responsables politiques sont plutôt discrets, alors que ce sont quand même c'est quand même une situation très, très particulière. D'ailleurs, je vais citer qu'il n'y a pas plus tard qu'une quinzaine d'heures, vous avez félicité la libération du militant Rami Chad, qui a été injustement emprisonné, si je ne me trompe pas, en Égypte. Et vous l'avez salué, et je terminerai là-dessus. Ça sera les mêmes questions pour Azine Tebbi. Jean-Yves Le Drian s'est rendu notamment le 14-15 octobre 2020, avant cette réforme de constitution algérienne où le peuple a totalement rejeté, où en cette période-là, hélas déjà, il y avait énormément d'arrestations. On a eu un ministre qui n'a pas du tout évoqué ces problématiques. Donc avoir un peu votre regard, et peut-être ce silence aussi de certains élus français dans un pays, c'est un beau pays comme la France, où la démocratie est tout de même présente. Écoutez, vous savez, je suis un démocrate, je crois en cette grande chose qu'est la République et la démocratie. Donc oui, j'ai salué la libération de M. Chad, parce que sa situation était insupportable et inquiétante, et son retour à Nanterre auprès des militants qui se reconnaissent notamment dans la cause palestinienne auprès de lui. La situation en Algérie, elle est difficile, elle est la preuve d'une soif de démocratie. J'espère que on va progresser sur ces questions-là, parce que l'histoire de nos deux pays sont des histoires extrêmement proches, et il est normal que les populations algériennes aspirent à plus de démocratie, à plus de liberté. Après, je suis maire, je ne suis pas ministre des Affaires étrangères. Ma priorité, bien évidemment, c'est les populations dans ma ville, et être à leur côté, dans leurs combats, dans leurs difficultés et leurs aspirations. J'ai pas toutes les compétences pour
complètement comprendre les sujets algériens. Marie-Georges Buffet s'est exprimée, Mathilde Panot aussi s'est exprimée à un moment donné, Jean-Luc Mélenchon aussi. Ce sont des parlementaires. Je n'ai pas de doute. L'aspiration à la démocratie est une aspiration juste et il faut progresser sur cette question de la démocratie en Algérie comme partout ailleurs. Les situations que l'on voit ces derniers jours au Kazakhstan avec ces répressions sont insupportables. Il faut que la démocratie progresse partout dans le monde et la France, qui est, je crois, un pays exemplaire dans cette matière, doit jouer son rôle de pays ami, de pays frère de l'Algérie. Mais je sais aussi que la diplomatie est un chemin parfois difficile. J'avoue ne pas avoir les compétences pour me positionner à la place de Monsieur Le Drian, notre ministre des Affaires étrangères. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que oui, l'aspiration à la démocratie est une aspiration juste et que cette démocratie doit voir le jour partout et elle doit progresser aussi en Algérie, bien évidemment. Ce silence, selon vous, là je fais appel vraiment à votre expérience, à l'homme politique, maire que vous êtes. Vous parlez de diplomatie qui n'est parfois effectivement pas simple parce qu'il y a aussi des enjeux. Mais c'est ça justement, ce silence, il est lié aussi à essayer de ne pas vexer, blesser un président de la République. Je ne crois pas qu'on soit dans le silence. Le président Emmanuel Macron a aussi pris des positions fortes qui ont marqué une rupture entre la France et l'Algérie. Mais je crois aussi qu'il est important qu'à aucun moment les voies du dialogue doivent être rompues parce qu'il me semble que pour faire progresser la démocratie partout, c'est aussi dans notre capacité à ne pas rompre le lien et à faire vivre ces idéaux de démocratie à travers nos relations et la qualité de nos relations et l'amélioration de ces relations. Bien évidemment, les relations sur chacune des rives de la Méditerranée sont aussi liées aux situations socio-économiques et c'est dans le dialogue que le peuple algérien, je vois cette affiche en même temps, doit savoir que la France est à leur côté et est un allié dans cette recherche de plus de démocratie dans leur pays. Olivier Klein, merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir pris du temps, je sais que vous êtes pris aussi. Ce fut un plaisir, au plaisir de vous retrouver. Une bonne année à vous et à tous les habitants de Clichy. Merci Olivier, à bientôt. Tous mes voeux à vos invités et à très vite, merci. Merci, à bientôt. Asdine Taibi, rebonsoir Asdine Taibi, merci d'être avec nous. On va se prendre aussi quelques minutes. Je sais que vous avez un rendez-vous d'ici 15 minutes, mais on va essayer aussi de faire le tour. Asdine Taibi, bon, tous mes voeux une nouvelle fois. Pareil, cette immigration, ça marche chez vous. Il y a une richesse incontournable au sein de la diaspora, notamment algérienne. Vous êtes franco-algérien, si je ne me trompe pas. Ça fonctionne, ces talents, ils apportent quelque chose notamment à la France. Alors c'est pas unilatéral, bien évidemment, c'est un échange dans le parcours d'une vie, mais malgré tout il y a aujourd'hui des candidats qui font peur avec l'immigration quand font peut-être leur fonds de commerce aussi. Tout à fait, comme l'a précisé Olivier. Et évidemment, à Stains, comme à Clichy, dans d'autres villes, cette diversité, elle fonctionne, mais elle fonctionne encore plus parce qu'elle est aussi naturelle et elle est aussi, je dirais, l'émergence aussi de tout le travail et puis de tout l'engagement de celles et ceux qui sont dans les quartiers populaires, et c'est le cas à Stains. Donc, c'est vraiment pas une grande surprise que de voir, par exemple, à Stains, des élus qui peuvent s'appeler Maïmouna, Faudier, Aziz, Stéphane, je ne sais, Nathalie ou autres. Donc, c'est plutôt quelque chose de très important. Ça montre que dans nos quartiers populaires et plus précisément en Seine-Saint-Denis, que ce soit à Stains ou à Clichy, l'avenir de notre pays, l'avenir de ce que nous souhaitons construire de manière commune et de manière solidaire est bien réel. Et donc,
malheureusement, encore une fois de plus, cette élection présidentielle permet à ce que certains puissent plutôt, je dirais, attiser la haine, tenter de mettre en place des stratégies de stigmatisation et de division. Malheureusement, on en a l'habitude. Maintenant, on est quelques-unes et quelques-uns, en tous les cas, à démontrer le contraire. Et Olivier le disait tout à l'heure, bien évidemment, moi, le premier, je ne nie pas du tout les difficultés que nous pouvons rencontrer dans nos villes et quartiers populaires. Non seulement on ne les nie pas, mais en plus, on les vit au quotidien. Mais par contre, à la différence de ces personnages odieux comme Zemmour et bien d'autres, nous on s'attelle au contraire au quotidien à mener vraiment le combat pour lutter contre toutes les formes d'injustice, contre toutes les formes, je dirais, de discrimination et d'inégalité qui existent dans nos quartiers populaires, parce qu'il y a de la richesse, parce qu'il y a de l'envie de construire de très belles choses. Il y a des jeunes et plus largement la population qui mènent des actions extrêmement intéressantes et qui sont engagées, que ce soit dans le tissu associatif ou dans différents collectifs. Et ça, c'est une richesse extrêmement précieuse qu'on ne retrouve pas forcément dans les quartiers dont les difficultés sociales et les difficultés économiques s'accumulent. Donc il y a véritablement une force incroyable et qui est de plus en plus forte et présente dans nos quartiers populaires. Et c'est peut-être cela qui rend un peu, je dirais, un peu nerveux ces différents candidats, entre autres Zemmour, de voir que dans nos quartiers populaires, il existe de la fraternité, il existe de la solidarité, il y a de la souffrance, certes, mais il n'y a pas que de la souffrance, il y a aussi de l'envie d'exister, de l'envie d'être respecté dans leur dignité, à la fois dans leur histoire singulière, et nos histoires singulières permettent de construire cette histoire collective que représente la France, qui a représenté d'autres vagues d'immigration dans le passé et qui vont en tous les cas continuer à vivre. Et ça, c'est vraiment important. C'est une manière évidemment de... Oui. Azine Taibi, alors vous aussi, vous êtes le bon exemple parce que vous ne mâchez pas vos mots quand il faut soutenir notamment des détenus d'opinion. Salamouri, notamment ce Palestinien que vous suivez que vous soutenez depuis plusieurs années. Donc vous n'êtes pas peut-être le bon exemple pour vous critiquer là-dessus, mais j'aimerais aussi avoir votre avis. On voit, ce n'est pas rien, il y a eu des dizaines de milliers d'Algériens, et puis même au début, on a eu des places de la République. D'ailleurs, je crois que vous y êtes rendu à quelques reprises en fonction de votre emploi du temps. Mais tout de même, on a l'impression, là, ce qui se passe actuellement en Algérie, c'est assez malheureusement dramatique. L'ONU s'en préoccupe. Il y a vraiment on a vraiment aujourd'hui un chef de l'État qui fait appel à la répression sans fin. Mais tout de même, alors c'est vrai qu'on a eu ce président de la République qui a joué un peu sur plusieurs tableaux. Crimes contre l'humanité, politico-militaire, parfois aussi le silence, où on n'a jamais vu un ministre ou un président dénoncer ces arrestations, cette répression. Il suffit juste de le dénoncer. On ne demande pas, les Algériens d'ailleurs ne veulent pas d'ingérence. Il y a ce silence venant de certains élus. Donc je vous repose cette question. Pourquoi ce silence? D'ailleurs, Marie-Georges Buffet, à l'Assemblée nationale, avait demandé à un moment donné, qui est aussi au Parti communiste français, que c'est bien beau de se rendre en Algérie ou de recevoir, mais de dénoncer ça. Oui, il y a ce silence qui est aussi quelque part très, très préoccupant. Il y a ce silence qui est malheureusement aussi lié à l'histoire très particulière qui lie la France et l'Algérie, donc ces deux pays, donc une histoire à la fois nouée de choses extrêmement intéressantes, mais en même temps une histoire nouée aussi de beaucoup de douleurs et pour lesquelles aujourd'hui il n'y a pas eu de réponse, il n'y a pas eu de mots mis à côté justement des mots et des difficultés rencontrées. Et bien évidemment, moi le premier, en étant 100% français et en étant aussi 100% algérien, franco-algérien, j'estime qu'on ne doit pas justement fermer les yeux face à ce qui se passe en Algérie en termes de démocratie.
aussi en termes de répression. J'ai très souvent Alors des contacts. Pourquoi ce silence? Pourquoi ne pas prendre des responsabilités lorsqu'on est démocrate ou même républicain? Et on sait qu'en France, c'est des choses dénoncées. C'est pour ne pas froisser le pouvoir algérien. Je pense que malheureusement, c'est des raisons économiques. C'est toute l'ambiguïté des relations franco-algériennes ou algéro-françaises. Benjamin Stora le dit très bien. Il le dit très bien. Il y a encore quelque part une chape de plomb sur ce qui s'est passé en termes de relations, en termes, je dirais, d'événements tragiques entre l'Algérie et la France. Et de mon point de vue, il est temps justement d'essayer de trouver un certain nombre de solutions, à la fois d'apaisement, mais aussi de dire clairement les vérités et de dénoncer clairement quand il y a, je dirais, des atteintes aux droits de l'homme, et donc c'est le cas malheureusement en Algérie, comme c'est le cas dans beaucoup de pays. Et donc voilà, c'est toute l'ambiguïté de cette relation qui est parfois très fragile, mais qui est intimement liée entre l'Algérie et la France. Et je trouve que à la fois du côté français comme du côté algérien, ce devoir et ce travail de mémoire pour vraiment inscrire, je dirais, un avenir beaucoup plus fraternel et solidaire n'est toujours pas à l'ordre du jour. C'est vraiment regrettable. Certainement qu'en France, il faudra aussi prendre des initiatives très fortes. Nous allons dans quelques jours commémorer le 60e anniversaire du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie. Peut-être que là, il faudra qu'il y ait des actes très forts, mais j'attends aussi très franchement des actes très forts du côté algérien aussi, du côté du pouvoir algérien. Et quand je vois le peuple algérien encore mobilisé, peut-être beaucoup moins actuellement, parce que la répression est aussi assez féroce, mais quand je vois le peuple algérien défiler dans les rues, dans les grandes rues d'Algérie, que ce soit à Alger, à Oran, à Tizouzou, à Sétif ou bien à Béjaïa, il y a quelque chose de très très fort. Il y a une volonté, je dirais, d'émancipation, il y a une volonté de liberté, et il y a aussi une volonté de justice et de justice sociale. Et je pense qu'il faut vraiment prendre la mesure de ce qui se passe en Algérie. Et je partage tout à fait le sentiment de sentir que la France ou qu'un certain nombre de responsables politiques sont en retrait sur ce sujet-là. Et parfois, ils ne le sont pas. Vous pensez que si la majorité change de main et tombe notamment à l'extrême gauche, on aurait peut-être un peu plus de députés? Il y a eu 3 députés, je crois, qui se sont exprimés sur les 477, qui sont revenus notamment sur la douleur de ce peuple, puisqu'aujourd'hui on parle vraiment de la douleur d'un peuple qui est en train de souffrir et vraiment malheureusement d'agoniser. Il y a cette crise sociale à tous les niveaux. Je ne vais pas y revenir puisque vous êtes prioritaire bien sûr sur la parole. Si demain la France changeait de couleur politique, les députés par exemple seraient plus amènes à s'exprimer. Il y aurait plusieurs panneaux, plusieurs buffets, plusieurs tables par exemple. Je le souhaite, certainement. Et c'est vrai qu'on se sent parfois un peu minoritaire. Après, il y a certainement des parlementaires qui s'expriment et qui n'ont pas forcément l'occasion de rendre au public leur réaction. Mais de mon point de vue, alors il s'agit véritablement d'une question politique, mais parfois, le rôle des parlementaires sur des sujets comme celui que nous échangeons en ce moment, il serait parfois intéressant que les parlementaires puissent s'exprimer au-delà, je dirais, des sensibilités politiques. Je dis bien celles qui sont totalement inscrites dans une démarche républicaine, dans une démarche, je dirais, solidaire et fraternelle, parce qu'on ne peut pas fermer les yeux sur ce qui se passe autour de nous, et tout particulièrement du côté de la Méditerranée, parce que l'histoire commune entre toutes celles et tous ceux qui vivent ici en France et qui sont originaires d'Algérie est très très forte. Donc il y a besoin en tous les cas d'être très offensif et de faire en sorte que ce sujet-là doit être au cœur des préoccupations, voilà, et ça permet aussi de s'éloigner des sujets fonds de commerce, fonds de tiroir qui sont à chaque fois ressassés lors des élections présidentielles: l'immigration, l'insécurité, l'islamisme politique, etc., etc. Même si, bien évidemment, Olivier le rappelait tout à l'heure, il faut lutter contre toutes les formes
de radicalisme, d'où qu'ils viennent et quels que soient les individus qui en sont porteurs dans leur démarche politique, quoi. Azine Taibi, on voit, et d'ailleurs vous rendez aussi hommage sur vos réseaux sociaux, un certain nombre d'Algériens entre autres, mais de Marocains aussi, prennent le large pour retrouver l'Europe, pour ceux qui s'en sortent, parce que certains malheureusement, ils laissent leur vie. Ils n'arrivent pas malheureusement à rester dans leur pays pour y vivre. Ce sont des jeunes qui, si c'était le cas, parce qu'il y avait les conditions, ils resterait. D'ailleurs, je crois que ça fait partie de votre point de vue, si je ne me trompe pas, mais c'est aussi indirectement la responsabilité de ces peut-être responsables occidentaux qui misent beaucoup sur le capitalisme ou notamment une partie du Maghreb, mais beaucoup l'Afrique subsaharienne parfois est dominée par le capitalisme, entre autres. Enfin, est-ce qu'indirectement, il n'y a pas une responsabilité de ces chefs d'État notamment en Occident, entre autres, qui dominent ces pays-là et des pays qui arrivent dans des situations. Il y a une responsabilité très forte de ces pays. Et puis, il y a aussi une forme d'hypocrisie qui est vraiment insoutenable, puisque on voit bien que, voilà, en tous les cas, c'est mon point de vue que je partage depuis très longtemps et qui anime aussi mon engagement politique. Malheureusement, le capitalisme et puis le libéralisme fait énormément de dégâts un peu partout dans le monde, et elle pousse en tous les cas à mettre en très grande insécurité totale beaucoup d'humains, en particulier des jeunes qui fuient des pays où malheureusement il y a très peu de possibilités de pouvoir, je dirais, investir, de pouvoir avoir une éducation et une scolarité, je dirais, de qualité, de pouvoir soigner. Et tout ça, c'est un système qui est mis en place depuis très longtemps, un système qui est plutôt tourné vers le profit, vers les intérêts financiers, que tourné vers l'humain, tourné vers le progrès social, vers l'émancipation. Et nous, d'une manière générale, celles et ceux qui en portent la responsabilité peuvent maintenant s'apercevoir des dégâts importants que nous pouvons rencontrer, en particulier un peu partout dans le monde, et je pense en particulier dans beaucoup de pays du continent africain. Et donc il y a cette hypocrisie parce que parfois on pointe du doigt celles et ceux qui fuient leur pays, et ce ne sont pas des réfugiés, ce sont des personnes qui fuient aussi des systèmes autoritaires, des dictatures, mais aussi tout un système économique qui bénéficie davantage aux pays occidentaux qu'à leur pays. Et alors, donc c'est très facile de stigmatiser celles et ceux qui quittent ces pays et puis de mettre en place des politiques répressives, alors que vraiment le fond du problème, c'est cette déstabilisation économique et financière qui profite à vraiment une petite poignée au détriment d'une masse importante. Et malheureusement, la crise sanitaire n'a pas du tout arrangé, et au contraire, elle n'a fait que révéler, et c'est le cas à la fois dans nos quartiers, mais c'est aussi le cas de manière internationale, elle n'a fait que révéler les inégalités, les disparités, je dirais, sociales, économiques et financières insupportables. Et ça, bien évidemment, l'enjeu des élections présidentielles, oui. Pensez-vous justement, alors il nous reste 3 petites minutes avec vous, est-ce qu'il pourrait y avoir aussi un changement un peu de discours? On sait qu'il y a une balai, on n'a pas vraiment à chaque fois les chiffres, mais il y a 6-7 millions d'Algériens qui votent, qui sont français, qui sont issus d'immigration notamment algérienne, puisqu'on est, El Marabiya traite beaucoup de l'actualité algérienne. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y aurait pas un changement justement peut-être de discours, un retournement de veste, parce qu'à un moment donné, il va falloir peut-être attirer cet électorat? Alors, attirer cet électorat, il faudrait surtout faire en sorte que cet électorat, et d'une manière générale l'électorat qui se présentera, enfin en tout cas qui ira voter aux prochaines élections, puisse mesurer l'importance à la fois des enjeux sociétaux que nous traversons ici en France, mais aussi d'une manière générale
des enjeux, je dirais, internationaux, et qu'il y ait une prise de conscience, parce qu'il ne faut pas simplement que ces débats et que ces sujets soient, je dirais, davantage mis en exergue durant les élections, durant la campagne, mais qu'elles soient véritablement, je dirais, un moyen, un véritable, je dirais, engagement, et que ça corresponde à un projet justement pour transformer un certain nombre de choses. Et alors évidemment, capter quasiment 7 à 8 millions d'électrices et d'électeurs, et ces électrices et électeurs voteront pour différents candidats. Il n'empêche qu'il faudra en tous les cas mettre l'importance de ces sujets-là à la fois dans le calendrier électoral, mais au-delà du calendrier électoral. Je pense qu'il y a un enjeu majeur, puisque nous parlons de relations entre la France et l'Algérie, mais plus largement, il y a un enjeu majeur, je dirais, de vision de la société que nous souhaitons vraiment construire et que nous aspirons, et surtout pour les futures générations, pour nos jeunes qui sont aussi en quête, je dirais, d'espoir, qui sont aussi en quête d'être, je dirais, respectés dans leur dignité, et d'être respectés dans l'individu que peuvent comporter toutes ces personnes qui, parfois, malheureusement, sont aussi en grande souffrance compte tenu des discriminations, des difficultés que nous pouvons rencontrer. Il n'y a pas de fatalité. Au contraire, je pense qu'il faut donner vraiment cette voix à un espoir, et cette voix à une mobilisation citoyenne. Et pour moi, elle dépasse largement, je dirais, les contours des appareils et des partis politiques. Elle est, pour moi, un enjeu, je dirais, populaire, un enjeu totalement citoyen, quoi. Azdine Taibi, le mot de la fin là-dessus. J'ai le plaisir aussi, la chance dans le cadre de mon métier, de rencontrer énormément la communauté musulmane qui fait un travail conséquent tout au long de l'année, pendant le ramadan, mais aussi pendant cette période hivernale. Il y a des dizaines d'associations en Ile-de-France, mais pas que, qui tous les soirs distribuent 800, 1000, 1500 repas. L'année dernière, j'ai eu le plaisir de faire des reportages dans le cadre du ramadan, et notamment à Livry-Gargan, par exemple, pour citer cette association. Il y avait un certain nombre d'étudiants, de retraités, monsieur et madame tout le monde, c'est pas écrit sur leur front, hein, pratiquants ou pas, et ces étudiants étaient contents en disant c'est bien, nous, pendant le ramadan, on est aidés, on mange gratuitement grâce à cette association ici au sein de cette mosquée. Les musulmans, malheureusement aussi, sont stigmatisés, alors que c'est une question que je vous pose, c'est une richesse aujourd'hui qui parfois se substitue à l'État, hein, dans le cadre d'aide, notamment avec des ONG et des associations. Vous avez raison de le préciser, il y a, et pas que depuis la crise sanitaire, mais il y a je dirais, un élan de solidarité et de générosité qui est incroyable dans nos quartiers populaires. C'est le cas à Stains, et je sais que c'est aussi le cas à Clichy, dans la ville d'Olivier, et dans bien d'autres villes. Vous avez cité Livry-Gargan. Il y a un élan de solidarité qui est très très fort, et qui et oui, parfois mené par des collectifs ou des associations dont les individus sont issus de l'immigration maghrébine, mais même au-delà, il y a un élan de générosité qui s'adresse à tout le monde. Moi, je le vois dans ma ville de manière très concrète. Il y a tout un tissu d'associations et de collectifs qui se sont regroupés autour, je dirais, d'une démarche qui existe toujours aujourd'hui, Zéro précarité à Stains, et qui a permis en tous les cas de venir en aide. Parfois, il faut le reconnaître, parfois de se substituer, je dirais, à la force publique qui est malheureusement parfois défaillante, et qui sont venus en aide, en soutien auprès des habitants, et quels que soient les habitants, et ça c'est vraiment aussi extraordinaire, et je peux vous dire qu'il y a des témoignages très très forts que j'ai pu entendre, écouter ici à Stains. Preuve que dans nos villes, dans nos quartiers populaires, la solidarité, la fraternité a un sens profond. Elle est vraiment l'ADN de nos villes, et c'est de cela qu'il faut continuer à travailler, mais pour qu'elle puisse en tous les cas prendre du sens et aller encore plus loin, encore faut-il que derrière, je dirais, l'État, notre République, elle soit aussi en capacité de lutter contre toutes les formes d'inégalité et faire en sorte que le service public, celles et ceux qui représentent le service public. Et être conscient de cette richesse, puisque malheureusement, c'est pas le cas de tous les candidats. C'est un atout pour l'avenir. C'est plus qu'une richesse, c'est vraiment un atout majeur pour notre avenir.
Merci infiniment, Azdin Taibi, d'avoir été Merci à vous. Merci d'avoir invité en tout cas. À Astin, c'est vrai qu'à Astin, ça fonctionne très très bien. Il y a une mixité et les habitants, les Stanois et les Stanoises vivent très bien ensemble et ça marche très très bien. Voilà, il va nous rester donc 45 minutes pour nos deux invités que j'ai le plaisir de recevoir. Nordine Aoussad, bonsoir. Bonsoir Chaban, merci pour l'invitation et bonsoir aussi aux autres invités et aux téléspectateurs et téléspectatrices qui suivent Al-Magharibiya. Merci. Hakim Haddad, bonsoir cher Hakim. Merci d'être là, militant des droits de l'homme. Bonsoir à vous, salam alaikum. Bonsoir monsieur Aswad, bonsoir Chaban. Merci de l'invitation. Merci infiniment, tous mes voeux une nouvelle fois à tous les deux, une bonne santé et puis de la liberté. Bon, on va entrer dans l'actualité, hein. On va essayer de revenir sur ces élections, notamment l'immigration, mais aussi cette diaspora avec ses talents, ses richesses, notamment en France, qui parfois malheureusement sont oubliés par certains candidats et stigmatisés. Mais je sais que tous les deux, vous vouliez bien évidemment revenir hein, sur Fathi qui vient de prendre 2 ans de prison. Malheureusement, vous m'en parliez tout à l'heure tous les deux. Hakim Haddad aussi voulait réagir là-dessus avant d'entrer dans le vif du sujet de l'actualité de cette émission. Hakim Haddad, vous m'entendez ? D'accord. Merci en tout cas d'entamer l'émission sur ce sujet qui nous continue de nous préoccuper. Qu'en dire, c'est une nouvelle fois, une nouvelle fois le pouvoir algérien, le régime algérien, la supposée justice algérienne essaye de faire taire, je dis bien essaye parce qu'ils peuvent toujours essayer avec Fathi el-Ras, mais je ne crois pas qu'ils y arriveront, de faire taire un Algérien ou un homme politique algérien qui, pour ses opinions, pour ses positions politiques. Voilà. Donc on constate que la répression, malheureusement, et comme on s'y attendait, continue, voilà, et que cette fois-ci, crescendo, ça monte de plus en plus, puisqu'ils n'hésitent pas à emprisonner à condamner de 2 ans, donc extrêmement lourd, plus l'amende bien évidemment, un chef de parti politique, en plus un parti politique légal en Algérie. Voilà. Encore une fois, il faut le préciser, un dossier vide. Voilà. Donc c'est encore une fois, comme depuis plus d'1 an, la répression est encore là, mais cette fois-ci, ils ont touché des militants, ils ont touché des journalistes, ils ont emprisonné. Vous n'avez pas l'impression, bon, je connais aussi un peu la réponse, mais les faits sont là, on n'invente rien, on ne spécule pas. Malheureusement, je dis bien malheureusement avec un grand M, vous n'avez pas l'impression, à tous les deux, un Nordine Aoussad, vous allez réagir juste derrière, que l'escalade devient de plus en plus dangereuse, le RCD, le MDS, l'UCP. Est-ce qu'Abdelmadjid, le président Abdelmadjid Tebboune et puis ses équipes, le ministre de l'Intérieur entre autres, ne sont pas en train de tenter vraiment de menotter tout le monde, de tout corps de la société? La situation s'aggrave peut-être, non? Hakim Haddad, je vous laisse poursuivre. Oui, tout à fait, oui, ce n'est pas nouveau. C'est depuis plus d'1 an, depuis même exactement le 19 juin, presque 2 ans, la répression est là, et particulièrement depuis le 12-12 et les différentes supposées élections qui ont eu lieu, le régime tente d'un côté de se justifier et de se légitimer auprès de l'opinion internationale, entre autres la France, on en parlera tout à l'heure, mais également avec ses élections, mais d'un autre côté continue à décider ce qui est dans sa nature, ce qui n'est en rien étonnant, de réprimer et de faire taire une bonne fois pour toutes, pense-t-il en tout cas, le peuple algérien et ses composantes politiques. Donc oui, c'est extrêmement grave, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. La répression fait partie de la nature de ce régime, et il l'utilisera et il continuera à l'utiliser. Et c'est pour ça
et Al-Magharibiya en en sait quelque chose. C'est important d'en parler et de toujours le rappeler parce que ça fait partie, entre autres, de la résistance qu'il faut mener. Mais c'est extrêmement grave, effectivement, mais est grave également, peut-être nous en parlerons dans le deuxième sujet, le silence également de différentes capitales, des différents partis politiques qui pourraient s'exprimer, vu là où on est arrivé la répression aujourd'hui. Restez avec nous, Hakim Haddad. Pareil, Nordina Oussat, on ne peut pas ne pas ouvrir cette émission. Donc, je rappelle Fethi Gares, qui est le coordinateur du MDS. Donc, il a été condamné aujourd'hui à 2 ans de prison ferme et d'une amende de 200 000 dinars. Je rappelle que le procureur avait requis, lui, 3 ans et 100 000 dirhams d'amende. Atteinte à la personne du président de la République, outrage à corps constitué, diffusion au public des publications pouvant porter atteinte à l'intérêt national, diffusion d'informations pouvant porter on le répète tellement qu'on a du mal, à l'atteinte à l'unité nationale, etc., etc. Nordina Oussat, une réaction sur cette sentence. Et le RCD, Mohsen Belabbas, est convoqué demain à Hussein Dey à 9h du matin. Absolument. Donc, on se pose la question souvent sur la continuité de l'État en Algérie, s'il n'y a pas de rupture. Là, on voit bien qu'il y a bien une continuité de l'État, à savoir que Bouteflika, sous son époque, il a totalement corrompu les hommes et femmes politiques. Il a perverti l'action politique en Algérie. Et Tebboune, il semble être dans la même lignée. Il est décidé à totalement tuer, je dis bien tuer et mettre à terre l'action politique en Algérie. Déjà que c'est l'administration qui décide des listes électorales des partis qui se présentent aux élections, d'accord, et c'est eux qui choisissent le classement de ces candidats. Et c'est eux qui choisissent le parti qui se présente et combien et où il se présente. Et là, c'est carrément l'action politique, en l'occurrence l'exemple de Mohsen Belabbas, qui est convoqué, qui reçoit une convocation, lui, intimement l'ordre de cesser de recevoir des représentants politiques dans ce siège de son parti politique. C'est vraiment, on ne sait pas s'il faut en rire ou crier ou hurler ou pleurer, je ne sais pas. Mais en tout cas, Fethi Gares, qui a été condamné dans le cadre de son activité en tant que coordinateur d'un parti politique. Bref, tout cela montre bien que ce pouvoir qui a toujours été un pouvoir totalitaire, dans le sens où il veut contrôler la totalité de la société, la totalité de l'action syndicale et politique au pays, là, il est décidé à le faire et à continuer à le faire. Il n'a pas de solution. Est-ce que... pouvoir... Oui. On arrive bientôt au 16 février, 19 février, 22 février 2022, 3 ans après. Que faut-il faire maintenant? Il faut vraiment que le peuple algérien, qui est malheureusement aussi confronté à un quotidien difficile, on a vu les sorties extraordinaires hier de ce trafic des mineurs autour de l'huile. Enfin, les Algériens sont confrontés tout de même à un quotidien très très difficile, donc il est peut-être difficile aujourd'hui leur retour dans la rue, mais cette situation s'aggrave en termes de répression. Qu'est-ce que, selon vous, Nordina Oussat, que faut-il faire rapidement pour que ça se calme un peu, j'ai envie de dire? Oui, personne ne peut nier la difficulté, mais grande difficulté quand les ménages, les familles musulmanes à subvenir, à faire face à leurs besoins quotidiens de l'huile d'olive, du sachet de lait, de la baguette de pain, etc. Ça, c'est une réalité. Mais il faut qu'on tienne aussi un discours réaliste, humble, sincère mais franc avec nos compatriotes, que ce pouvoir va mener le pays à plus de pauvreté, à plus, je dirais, de difficultés. Il n'a aucune solution à proposer. Quand il parle, c'est pour délirer,
d'Illyré, c'est-à-dire Jean, le ministre du Commerce, qui voit bien de ses propres yeux que le marché ne peut même pas proposer un bidon d'huile de 2 litres pour une famille. Et il dit qu'à la fin de l'année 2022, l'Algérie deviendra exportatrice, tenez-vous bien, pas seulement du produit fini, de l'huile en tant que produit fini, mais de la matière première. La matière première que l'Algérie importe quasiment à 100%. Donc l'Algérienne, la population algérienne doit le savoir que ce pouvoir, malheureusement, il n'a montré aucun signe qu'il est prêt à composer, à coopérer, à construire une solution d'avenir avec les forces vives et notamment les opinions de la population. Il veut continuer à mener le pays avec la baguette. Donc ils n'ont pas le choix, il faut que la résistance continue. La solidarité entre le peuple pour passer ces temps très difficiles socialement, économiquement, mais au niveau de politique, au niveau sociétal, il faut maintenir la résistance. Il n'y a aucune autre solution pour l'avenir proche, très proche de l'Algérie, et encore plus pour l'avenir lointain, que de résister à ce pouvoir dictatorial, ce pouvoir totalitaire qui veut continuer à imposer sa chape de plomb sur tout ce qui est national. Je vois les prix défiler là en ce moment, c'est lamentable. C'est lamentable que l'Algérie, un pays avec toutes ces richesses qu'il a, qu'on vende l'oignon à 75 dinars, ou les tomates à 150 dinars, ou 1 kilo de salade à 140 dinars, c'est vraiment, vraiment, vraiment lamentable. Et on n'a pas d'autre choix que de continuer à résister. Merci Nordine Aoussat, on y reviendra bien sûr tout au long de ces prochaines émissions. Je vais aller vite dans mes lancements. Vous avez écouté notamment Nordine Aoussat pour une bonne partie les élus, les 2 maires qui sont intervenus tout à l'heure. Donc je vais essayer de vous donner la parole le plus rapidement possible. Hakim Haddad, aujourd'hui, l'immigration, c'est le titre du titre de l'émission présidentielle 2022. Immigration, chaque instant, chaque moment au sein de cette campagne. Pour vous, l'immigration, en France notamment, vous êtes franco-algérien, issu de l'immigration aussi, c'est une richesse pendant que certains stigmatisent. Certains mettent en cause sur justement ces immigrés qui apportent énormément, dont effectivement des dizaines de milliers d'Algériens. Et d'abord, sincèrement, c'est professionnel de votre part, donc vous remercier, c'est trop, mais parce que c'est votre métier, mais en tout cas, c'est une très bonne chose de mettre effectivement l'immigration, les binationaux, la diaspora, il y a plusieurs noms maintenant, au cœur également, un peu plus au cœur de la campagne présidentielle et de la campagne législative qui suivra la présidentielle en France. D'abord, première chose, moi je ne sais pas si l'immigration est au cœur de la campagne, c'est la stigmatisation de l'autre qui est au cœur de la campagne, et l'autre est très souvent, malheureusement, effectivement, l'arabe, entre guillemets, bien sûr, ou le noir. Voilà, donc c'est la stigmatisation, c'est principalement ça, c'est plutôt qui est au cœur de la campagne que l'immigration. En ce qui concerne ce que vous appelez l'immigration, qui n'est plus de l'immigration, parce que les gens sont devenus, enfin il y en a encore, mais les gens sont devenus au fur et à mesure des générations des Français, ils sont nés français, ils vivent en France, ils ont grandi en France, ils ont été dans les écoles de la République, comme ça se dit communément en France, etc. Donc ce sont des Français, et oui, bien évidemment, ils participent comme eux, comme les autres communautés, à la construction et à l'évolution de leur pays, en l'occurrence la France, où ils vivent. Voilà, donc bien évidemment, c'est une richesse
a toujours été une richesse. La France, même si certains ne le veulent pas et même si certains veulent travestir son histoire, elle s'est construite aussi avec ses richesses, bon an, mal an, avec difficulté, avec violence, etc. Mais à l'arrivée, c'est aussi ces richesses et ces personnes venues d'ailleurs, venues en particulier des anciennes colonies, etc., des pays anciennement colonisés, qui ont fait la France, que ce soit avant les indépendances ou depuis les indépendances. Donc, et encore plus aujourd'hui, puisque ces enfants-là, nés après les indépendances, sont devenus français. Donc, bien évidemment que c'est une richesse. Le fait qu'on ait, alors ça peut aller trop lentement aux yeux de certains et même au goût de certains et même par exemple, même entre autres aux miens, mais les choses malgré tout avancent. Quand vous aviez parmi vos invités tout à l'heure, Monsieur Taïbi, dans les années 80, je peux vous dire que et même les années 90, c'était difficile d'imaginer, nous battions pour, bien évidemment, mais c'était difficile d'imaginer qu'il puisse y avoir des maires, des députés, et j'en passe sur d'autres postes, des ministres, etc., qui puissent s'appeler Taïbi, en l'occurrence. Donc, il y a l'immigration, ou en tout cas les enfants nés issus de l'immigration, construisent, participent à la France, et dans les différents domaines, dans tous les domaines. Nous avions bien évidemment le domaine sportif, nous avons le domaine économique, nous avons dans la politique. Donc, quoi qu'il en soit, et quoi qu'on peut essayer d'infléchir le mouvement, l'extrême droite ou même certains à droite, etc., le cours de l'histoire veut que de toute façon, ces gens-là sont en France, ces gens-là sont français et personne ne les fera partir. Et comme ceux avant eux, qui étaient dont les parents ou les grands-parents étaient venus d'ailleurs, l'Italie, le Portugal, etc., et bien comme eux, ils sont en France et ils construiront et ils participent d'ores et déjà, c'est pas ils participeront, ils participent d'ores et déjà à faire avancer ce pays. Voilà, donc on va y revenir dans un instant, notamment sur cette diaspora qui va jouer un rôle dans le cadre de cette campagne. Malheureusement, pour certains, ils ne peuvent pas, ou en tout cas ils n'ont pas envie de voter en Algérie vu les circonstances des élections. On en a assez parlé dans le cadre de ces élections qui sont organisées dans des conditions assez particulières. Donc on va y revenir dans un instant. Nordine Aoussat, même question pour vous. D'un point de vue général, cette immigration, et c'est peut-être intéressant ce que vient de souligner Hakim Haddad en disant... peut-être, alors il ne l'a pas dit comme ça, mais est-ce qu'indirectement, certains candidats, Nordine Aoussat, se cachent derrière des mots, effectivement, est-ce qu'ils ne pourraient pas dire directement les Noirs, les personnes de couleur noire et les Arabes pour aller vite, même si j'aime pas trop employer ces mots-là. Nordine Aoussat. Absolument. Il faudrait savoir, comment dirais-je, y avoir aussi le courage de poser le doigt sur un point malheureusement sociologique qui est patent, qui est saillant. C'est que les familles issues de l'immigration, les Français issus de l'immigration, quand bien même ils seraient de la deuxième, troisième, voire quatrième génération, le taux de personnes qui votent est malheureusement plus bas, bien bas que celui de la moyenne des Français. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le réflexe, l'attitude, le comportement d'être présent dans les campagnes électorales, d'être présent le jour du vote et voter, c'est un réflexe que beaucoup n'ont pas. Et ils n'avaient pas déjà de leurs parents ou de leurs grands-parents. Et aujourd'hui, avec cette démobilisation générale de la jeunesse vis-à-vis de l'acte citoyen de voter, et ils sont les plus touchés. C'est donc en grande proportion. C'est pour cette raison que, encore une fois, moi personnellement, je continue toujours à mobiliser ces familles-là, ces jeunes-là notamment, toutes les couches et toutes les tranches d'âge, à être présentes, à participer. Quand même, il est terriblement, je dirais, frappant de savoir qu'en 2007, la France a élu
quelqu'un qui est issu de la première génération de l'immigration, en l'occurrence Sarkozy, dont il est lui le premier de sa génération. Ses parents sont des Hongrois, donc des émigrés hongrois, et donc il est élu français, alors que à côté, d'autres populations qui ont une tradition bien plus ancienne, qui sont à 2 ou 3 générations, n'arrivent pas à trouver leur place en tant que Français entiers, ou bien leur place entière en France. Peut-être aussi parce que les pays d'origine n'ont pas le même rapport avec la France. Ceux qui sont issus de l'Algérie, d'ailleurs même les populations françaises de souche qui ont des origines algériennes, à savoir qui sont pieds noirs et autres, elles avaient de grandes difficultés dans les années 60, 70, 80 à se frayer un chemin dans le paysage politique et dans la société et dans les postes de responsabilité français. Alors que ceux qui sont issus des immigrations des pays de l'Est, par exemple, ils ont fait leur chemin, leur bonhomme de chemin en solitaire, ils ont creusé leur sillon, ils sont allés plus loin. Nous, l'Algérie, malheureusement, peut-être qu'on en parlera après, elle pèse sur cette population encore qui la retient, qui essaye de s'intégrer et qui, avec ces problèmes qu'elle ramène de l'autre côté de la Méditerranée, elle pèse sur eux. Donc, disons très brièvement, et des populations qui sont issues de l'immigration maghrébine, en l'occurrence par exemple algérienne, ont plus de difficultés à se franciser, à se sentir, à s'épanouir dans leur citoyenneté française que quelqu'un qui vient d'un autre endroit. C'est pas pour des raisons culturelles, c'est pas pour des raisons religieuses, mais c'est surtout pour des raisons, des questions politiques. Pendant 30 ans, 40 ans, l'Amicale des Algériens en Europe, qui était une association ici, elle n'a pas poussé les Algériens et les familles algériennes à bien trouver leur marque, à s'investir dans le paysage politique et le paysage, je dirais, associatif en France. Et après eux, sont arrivées les années 90, après la disparition, sont venues les difficultés économiques qui rendent l'aspect immigration un peu mal vu, bien que la France, il faut le dire, c'est une terre d'immigration. La France est faite d'immigration successive depuis plusieurs siècles. Merci Nordine Aoussat, restez avec nous. Hakim Haddad, deuxième réflexion en tout cas. Il y a cette diaspora, ces Algériens nés en Algérie qui sont en France, mais aussi ces personnes d'origine algérienne qui sont nés en Algérie. Enfin, ils sont nombreux, quelques millions. Ils seront amenés, s'ils le souhaitent, pour les plus de 18 ans, à s'exprimer dans les urnes le 10 avril pour le premier tour des élections présidentielles. Il y a une forte diaspora qui peut peser dans les élections. Il y a une forte diaspora qui a pesé dans les rues de Paris, dans les rues de Marseille. J'essaye d'englober un peu ces deux points. Mais à l'inverse, on a tout de même un silence, quelque part, je le disais tout à l'heure, un silence notamment sur la dénonciation de cette forme de dictature, notamment en Algérie, sur la répression. Donc à la fois, il y a une richesse, il y a des talents, des scientifiques, des médecins, des sociologues, des politiques, etc. Il y a aussi une richesse qui seront certainement appelés à aller voter parce qu'à mon avis, il y aura une tentative de récupération parce qu'on sait très bien que le pouvoir, dans n'importe quel pays, ça fait rêver. Puis à l'inverse, bon, même si on a vu Emmanuel Macron jouer un peu sur plusieurs tableaux, mais à la fois, il y a un silence de la part des autorités européennes, mais on parle de la France française. D'abord, il y a, à mon avis, il y a deux sujets en un, là. Il y a la question de ces citoyens français avec d'autres origines, en l'occurrence on parle de l'origine algérienne, donc ces binationaux franco-algériens, et il y a ensuite, à côté de ça, le sujet du traitement par la France
on a déjà parlé, par la fin officielle en tout cas, de ce qui se passe en Algérie, et c'est pas donc de la dictature qui s'installe en Algérie. Je vais essayer de traiter les deux, mais je ne les lis pas. D'abord, la première des choses, effectivement, ça a été dit par M. Aoussat, il faut faire en sorte aussi que ces jeunes-là, ou que ces citoyens français binationaux franco-algériens aillent voter. C'est la première des choses, parce que très souvent, que ce soit dans la communauté franco-algérienne ou d'autres communautés, et même tout simplement franco-française, le vote n'est pas à la mode ces dernières, depuis quelques décennies déjà, malheureusement, pour différentes raisons. Donc la première des choses, c'est que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, se sentent concernés par leur vie en France et par les élections qui se passent en France. Parce que avant qu'ils se mobilisent pour leur pays qui est à 2000 km, en tout cas quand on est au nord de la France, il faut qu'ils se mobilisent également, en tout cas c'est ma position, pour leur pays dans lequel ils vivent. Voilà, je parle des binationaux. Et je pense que il y a deux choses. La France est un pays où vous êtes, ou en tout cas censé être un citoyen. C'est pas un pays où on construit à travers des minorités, où on construit à travers des minorités. Enfin, c'est pas l'exemple américain, par exemple, où chaque communauté vit entre elles. Les hispaniques, même s'ils sont américains, les hispaniques vivent entre eux, la communauté noire vit entre elles, les blancs vivent entre eux, etc. La France, ce n'est pas le cas. Donc je pense que il faut que ils soient traités en tant, et ils se fassent traiter comme des citoyens français à part entière. C'est pas en tant que diaspora seulement, en tant que d'abord français, voilà, avec tous les droits et les devoirs qu'ils doivent avoir et qu'ils ont comme eux, comme les autres. Ensuite, la question de la diaspora, oui, mais ça vient après. Et malgré que c'est une chaîne qui est très suivie en Algérie, mais j'ose dire ces choses-là, c'est dans un deuxième temps, pour les franco-algériens, penser à leur pays d'origine ou à leur deuxième pays ou au pays de leurs parents pour s'organiser et en tant que diaspora, ce qui est loin d'être encore fait, même si on l'appelle maintenant diaspora, mais elle est loin d'être suffisamment bien organisée, en tout cas en tant que telle, pour peser également par rapport au deuxième point sur donc le silence et la connivence de l'exécutif français, du pouvoir en France avec les généraux en Algérie, avec la dictature qui se met en place en Algérie. Donc ils ont un double rôle. La première des choses, je récapitule, la première des choses, c'est d'agir en tant que citoyen français en votant, en adhérant à des partis politiques, dans des associations, en étant syndiqué, etc., en tant que citoyen français, d'abord et avant tout, ne pas être traité comme un Français d'origine ceci ou cela. Et dans un deuxième temps, s'organiser dans la diaspora le plus possible, le mieux possible et le plus vite possible pour peser sur les questions qui sont liées à leur pays d'origine, en l'occurrence à l'Algérie. Merci. Merci Hakim Haddad. Même réaction pour vous, Nordine Aoussat, sur ces deux points. Cette diaspora qui pèse et puis à la fois. Oui, la diaspora qui pèse, moi je dirais qu'il faudrait, comment dirais-je, expurger totalement ce terme quand on parle de la France, de la politique française et la politique interne. Moi, en l'occurrence, et pourtant je suis un primo-arrivant. Comme on dit, primo-arrivant, j'ai jamais eu des ascendants à moi qui ont immigré en France, si ce n'est mon grand-père dans les années 30. Il est resté quelques petites années ou quelques mois ici en France. Sinon, avec ma femme et mes 4 enfants, nous sommes 6 à voter. Quand je vais voter, quand je décide de voter, je décide pas en tant qu'algéro-français,
mais en tant que Français à 100%, que ce soit pour des élections locales, régionales ou aux élections nationales. Donc, il faut, à mon avis, c'est très dangereux de jouer ce jeu ou de considérer que les Français qui ont des origines algériennes voteraient en France en fonction de la géopolitique algéro-française ou franco-algérienne. Non, ce n'est pas par rapport à ça, parce que là, ça serait leur rajouter une charge que le pouvoir algérien lui-même n'est même pas capable d'assumer. Le pouvoir algérien n'a pas de stratégie. Nous rentrons dans l'année 2022 où il y aura des dates très très importantes, en l'occurrence celle du 19 mars 2022 et celle du 5 juillet 2022, on ne voit même pas se préparer en Algérie des décisions pour ces dates-là, alors qu'en France, on a déjà commencé depuis l'année dernière. Il y a la loi sur les harkis, le dédommagement des harkis, et il y a déjà ce panel de jeunes qui a été construit sur la réflexion sur la mémoire. Donc, il faut faire très attention, je dirais, avec cette notion de diaspora quand on parle de politique franco-française. Par contre, encourager, exhorter, pousser, motiver tous ceux qui ont des origines algériennes ou autres à prendre part, comme le disait mon cher ami Haddad tout à l'heure, Hakim, donc prendre part entièrement dans la politique française, ça oui. Je rajouterai une chose, ce livre-là que j'ai acheté il y a 3-4 jours, donc dont le titre c'est « Démobiliser les quartiers, enquête sur les pratiques de gouvernement au milieu populaire ». 3 sociologues qui l'ont fait, donc un docteur en sociologie, un en sciences politiques et un en histoire des sciences politiques, qui disent clairement, on en reparlera, j'espère qu'on aura l'occasion, on y reviendra. Avec plaisir. Façon, on a encore 90 jours avant, mais d'après ces 3 auteurs, il y a une politique délibérée qui est menée surtout pour casser les actions collectives. Et c'est vrai, moi qui participe depuis 30 ans, je suis en France depuis 35 ans, qui participe depuis 30 ans avec les jeunes issus de l'immigration pour leur action citoyenne, je vois qu'ils ont beaucoup de mal à trouver des actions collectives. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours des ingérences de l'extérieur, des infiltrations, des pressions, des manipulations, des intimidations qui sont faites pour casser ces élans, pour casser ce travail collectif. Ça aussi, c'est malheureusement un défi qu'il faudra prendre en considération. Merci Nordine Aoussat. Il est 19h53, il nous reste 2 minutes. Le mot de la fin pour vous, Hakim Haddad. Peut-être un élan positif pour que ce peuple continue à lutter, pour revenir un peu à ces arrestations, cette escalade d'arrestations et de répression. Toujours positiver, toujours croire en l'avenir, toujours croire en capacité de changer les choses, toujours y croire et toujours y travailler. Voilà, donc moi je dis bonne année, meilleurs vœux, tant pour l'année qui a commencé il y a quelques jours, on est le 9 janvier, que pour Yenaïr qui arrive, donc Gassemkes, et on va continuer à se battre, on va continuer à nous mobiliser parce qu'on n'a pas d'autre choix que celui-là, et c'est celui-là que nous avons choisi. Il a été dit tout à l'heure par notre ami Nordine, voilà, qu'il faut continuer, y compris là-bas, oui, effectivement, même si ça paraît pas un peu facile de le dire quand on est en France, mais oui, il va falloir trouver les moyens, et les voies et moyens pour contourner la répression, pour faire fi de cette répression et continuer à résister. Merci. Et les meilleurs jours arriveront le plus vite possible. J'en profite juste pour passer à une des très fidèles auditrices en Algérie de votre chaîne, une personne qui saura se reconnaître, Husniya, je lui passe le grand bonjour et qu'elle salue l'Algérie de ma part. Pareillement. Merci à vous. Pareillement pour nous et à tous les téléspectateurs. Pareil, une petite minute, Nordine Aoussat, mais on se voit régulièrement sur ce plateau. Bien entendu. Donc voilà, toujours garder l'espoir.
j'invite les citoyens français issus de l'immigration ou grands-pères ou arrière-grands-pères à participer pleinement à cette campagne électorale, à s'engager, même si c'est pas facile. Mais par contre, j'aimerais juste apporter une petite information. Tout à l'heure, sur Place de la République, pour la première fois depuis 3 ans, nous avons vu la police venir s'immiscer dans la manière dont les agoras étaient dirigés, de même à s'immiscer sur le nombre de baffes qui étaient exposés dans les agoras. C'est nouveau, c'est jamais arrivé. J'espère que c'est juste un excès de zèle de la part d'une troupe policière et qu'il n'y a pas derrière une velléité des autorités françaises à essayer de taire ou faire taire la voix des Algériens en France. On suivra ça avec beaucoup de précision. Karim Tabou, l'UDS, qui vient de lancer une lettre en arabe, en français et en anglais. Je vous invite vraiment à la lire. Il y a une concentration vraiment d'éléments et de mots très très forts. Voilà, elle dit clairement que si l'Algérie officielle se proclame démocratique, populaire, dotée d'un haut conseil des droits de l'homme et d'une haute instance indépendante des élections, la réalité est tout autre. Notre pays est otage d'un pouvoir corrompu, corrupteur. Voilà un petit peu. Il revient aussi sur notamment ce pouvoir qui a profité de cette pandémie où il n'a pas hésité à imposer toute cette répression. Je vous invite vraiment à retrouver cette lettre complète qui interpelle précisément et avec des mots forts. L'ONU ne devrait pas rester dans le silence, mais c'est pas le cas. Voilà, merci. Donc on vous donnera la suite demain, notamment de cette convocation du RCD de Mohsen Belabbas demain à 9h et Fethi Garès, le MDS, qui a pris 2 ans de prison et 100 000 dirhams d'amende. Merci à l'équipe technique, merci de nous avoir suivis et demain soir vous aurez le plaisir de retrouver mon ami, mon confrère Jamaldine Benchenouf. À très vite sur Al Maghribiya.